Cette question coloniale, elle est intrinsèquement liée à la discussion sur l'immigration française. Et c'est pour ça que la question coloniale en France est une question contemporaine. Elle est au cœur du jeu politique français aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est intéressant justement d'interroger cette histoire de l'Empire pour voir en quoi les facteurs les plus importants qui définissent l'identité française et qui renvoient à la Révolution et à une conception de la République peut être ou non contredite par l'histoire de l'Empire colonial français. Le deuxième récit, qui est un récit intéressant, c'est le récit, en fait, de l'histoire de la métropole. Comment, en fait, et de quelle manière l'emprise coloniale a profondément marqué l'histoire de la métropole, qu'il y a une continuité, que l'identité française, contrairement à la thèse qui est avancée par le gouvernement français aujourd'hui, a été aussi configurée par l'aventure coloniale. Ce qui est en fait l'un des éléments les plus intéressants quand on écoute les Français. En Amérique latine, on peut dire ça. Si vous regardez une équipe de France de football, vous êtes fasciné. Parce que 80% des joueurs viennent de mon pays. Et ont des noms qui sont les noms les plus classiques de mon pays. Est-ce qu'ils sont français? Est-ce qu'ils sont autre chose? Devient une question intéressante. Mais cela montre comment l'emprise coloniale a marqué la métropole. Et il y a toute une série de débats qui sont intéressants dès le départ sur cette identité française. Le grand poète martiniquais Aimé Césaire retenait de la question coloniale qu'une seule chose, c'est que l'aventure coloniale a déshumanisé l'Europe et a détruit précisément la base sur laquelle, semble-t-il, la mission civilisatrice était lancée. Que la colonisation détruit à la fois le colonisateur et le colonisé. Et Césaire insiste sur cette dimension pour montrer comment, en fait, l'entreprise coloniale. Mais on retrouve aussi cette même discussion dans, en fait, les approches de Jean-Paul Sartre, en particulier dans Situation 5, où il se préoccupe en fait de la discussion du colonialisme et du néocolonialisme. On peut en fait multiplier les exemples. On retrouve aussi chez Frantz Fanon et son débat en fait. Et on retrouve, j'ai donné tout à l'heure l'exemple, on retrouve aujourd'hui chez les politiciens français et leur grande discussion sur l'immigration et l'Afrique. Et le fait qu'il est impossible en France de dissocier ces deux discussions. Parce que justement, les Français originaires d'Afrique demeurent, même s'ils sont français, des immigrés. Et cette espèce de continuité est assez importante. Et chez les historiens, pour juste donner un cas, il y a aussi le fait que, dans une très large mesure, si vous lisez par exemple un livre comme le livre de Jacques Marseille qui a été publié il y a une trentaine d'années, qui s'appelle « Colonialisme et capitalisme français », la thèse principale de Jacques Marseille est de dire que si le capitalisme français est en retard comparé aux autres capitalismes, en particulier européens de l'Europe du Nord, c'est parce que le groupe dominant dans le capitalisme français était le groupe du capitalisme colonial, et qui était un capitalisme en retard, si vous voulez, qui n'était pas moderne, qui était plutôt archaïque. Et son poids sur l'espace politique français, son poids dans le jeu politique français était tellement fort que ce capitalisme a tiré vers le bas l'ensemble du capitalisme français. Pour dire encore là, d'un point de vue purement historiographique, l'intérêt de ce débat. Si on prend maintenant le second niveau, qui est le niveau des colonies et des post-colonies, la question coloniale devient très importante, en particulier en situation africaine, pour plusieurs raisons.
La première raison, Pradit en a parlé, mais aussi hier, en fait, Dubé en a parlé, c'est la question de la nature de la modernité. C'est-à-dire, qu'est-ce que la modernité, quel type de modernité la colonisation a-t-elle apporté dans les sociétés colonisées? Que faire de la modernité occidentale et de son universalisme? Ou dans le cas contraire, que faire des traditions locales, des logiques vernaculaires en rapport à cette modernité qui proclame son universalité? Ça, c'est une première question. Une deuxième question importante qui a été produite par un collègue qui s'appelle Moudimbe, qui est un philosophe congolais qui enseigne aux États-Unis, c'est l'idée que ce qu'il appelle la bibliothèque coloniale, c'est-à-dire l'ensemble des ressources qui sont associées à la mission civilisatrice, c'est cette bibliothèque coloniale qui a inventé l'Afrique et les Africains. L'Afrique n'existe que dans cette rencontre coloniale et les grands textes européens la produisent. Bien sûr, sa réflexion est en continuité avec la réflexion des rapports Savoir, pouvoir Foucault, du livre d'Edward Said. Mais ce que Moudimbe ajoute à cette réflexion, c'est l'impossibilité pour le colonisé ou l'ancien colonisé d'échapper à la bibliothèque coloniale. C'est-à-dire que même le contre-discours révolutionnaire reste prisonnier de cette bibliothèque coloniale. Et cela donne bien sûr un élément intéressant, et cet élément doit être mis en balance avec un autre élément très important qui renvoie à la question de l'histoire de la résistance, de l'histoire des héros et du héroïsme, de l'histoire en Afrique, de ce qu'on appelle l'initiative africaine, la capacité des sociétés africaines non seulement à résister, mais leur capacité à avoir passé, si vous voulez, le moment colonial sans jamais avoir un moment de confrontation avec la situation coloniale. Et c'est pour ça que la première génération d'historiens africains ont écrit des livres, par exemple, je donne un exemple à Djaï, que l'histoire coloniale n'est qu'un épisode, et un épisode court de l'histoire des sociétés africaines. Donc l'indépendance devient le moment où on peut retourner au passé. On peut littéralement sauter la parenthèse coloniale et se réarticuler à une histoire qui est une histoire plus longue que cela. Et ce sont ces questions-là que ma réflexion, en fait, engage dans ce cas particulier des habitants de cette ville de Saint-Louis, à partir de 1789, d'une petite ville qui est là, que vous voyez certainement, qui s'appelle Rufisque, que les Portugais ont appelé Rio Fresco, et Rufisque dérive de Rio Fresco, de Dakar, qui est ici, et de Gorée, dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, en 1887, ces 4 enclaves atlantiques deviennent des communes françaises de plein exercice. C'est-à-dire que les habitants de ces 4 villes sont des citoyens français. Et la grande contradiction va être, bien sûr, Pradit a mentionné Chatterjee, et Chatterjee dit que l'un des éléments les plus importants de la situation coloniale, c'est ce qu'il appelle the rule of difference. Ici, ça ne marche pas, parce que vous avez dans cette région des Noirs africains qui sont citoyens français au même titre que des Parisiens. Et ça commence en... Et là dont je parle, c'est précisément cette histoire-là. Et c'est pour ça que j'ai pris cette longue période de 1789-1916, pour essayer précisément de traquer la manière dont cette civilité, le versant politique
de cette civilité se construit. Qu'arrive-t-il en 1789? C'est la Révolution française. Et il y a des Français qui habitent dans cette petite île, il y a des Africains et il y a des Métis. Ils profitent de la Révolution parce que ces trois groupes étaient en bataille. Ils se battaient pourquoi? Ils se battaient pour contrôler le commerce le long du fleuve Sénégal. Mais les négociants français prenaient toujours le dessus parce que l'ancien régime reposait sur les privilèges et le monopole, que la Révolution va faire exploser. Les habitants noirs et métis de cette ville vont profiter de la Révolution pour précisément mettre sur la table leurs revendications. Et ils vont envoyer, en 1789, un cahier de doléances pour demander la fin des monopoles et l'établissement du libéralisme commercial. Et ils vont se battre dans les conditions de la Révolution pour changer précisément un espace colonial défini par un autoritarisme fondé sur le monopole et le pacte colonial et en faire en fait un espace un peu plus ouvert d'interaction. Après la Révolution, il y a les guerres de la Révolution, ce qu'on appelait les guerres de la Révolution et de l'Empire. Et durant ces guerres, les Anglais vont occuper les deux places fortes françaises sur la côte occidentale. Et au cours de l'occupation française, les habitants de Saint-Louis vont négocier avec eux. Rappelez-vous, j'ai dit que la majorité de la population était musulmane. Il y avait une petite minorité chrétienne, en particulier les métis étaient chrétiens et quelques Africains. Ils vont négocier avec les Anglais pour que les Anglais n'interviennent pas, ou du moins les Anglais acceptent d'assurer la liberté religieuse. Ils vont aussi négocier avec les Anglais pour mettre en place leurs institutions municipales et être représentés dans le gouvernement, si vous voulez, de l'île. Et ça va marcher jusqu'en 1817. En 1817, après le traité de Vienne de 1815, les Français récupèrent leurs colonies sur la côte. Et bien sûr, quand le gouverneur arrive à Saint-Louis, la première chose qu'il va décider, c'est de démanteler l'ensemble des infrastructures qui avaient été mises en place et de détruire, si vous voulez, cet espace public produit et par la Révolution et par l'occupation anglaise. Il ne va pas réussir, parce que ce que les Saint-Louisiens vont faire est très simple. Ils vont le remettre dans un bateau et le renvoyer à la mer. Et cette situation va imposer à la France la négociation. Et donc, ils vont négocier et ils vont progressivement être intégrés dans le système. Et cette intégration est précisément la création de ces 4 communes avec une culture que j'appelle une culture urbaine, qui est une culture atlantique d'enclave. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais il pourrait y avoir une extraordinaire discussion